Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition de The Nest Afrique francophone. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Mon nom est Anna Subaï. Je suis investisseur professionnel en Afrique et ce soir, j'ai le plaisir de vous emmener pour la première fois en Afrique du Nord et plus précisément au Maroc, les terres et le royaume du roi Mohamed VI. Co-produit cet épisode en partenariat avec le réseau d'investisseurs anges Moban, représenté ce soir par Monsieur Samir Idrissi, ainsi qu'avec notre partenaire historique en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone, Team RM, représenté par Rekia Madougou. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, The Nest vise à devenir l'émission d'investissement, mais également de divertissement de référence en Afrique, dans laquelle trois entrepreneurs, deux entrepreneurs ce soir, ont l'opportunité de présenter leur société auprès de deux investisseurs anges et de potentiellement soulever des fonds pour leur société. Maintenant, je vais directement donner la parole à nos partenaires hôtes ce soir et je vais commencer par Monsieur Samir Idrissi. Monsieur Samir, veuillez présenter Moban et merci encore une fois d'avoir accepté d'être présent ce soir. Merci beaucoup Anna d'avoir pensé à nous et nous sommes ravis effectivement d'accueillir cette initiative panafricaine qui va créer sans doute une très grande dynamique et donc la preuve en est ce soir. Et donc, Moban, pour en parler rapidement, est un réseau de business angel qui est sur le Maroc, qui a été créé il y a peu de temps, mais qui compte déjà une douzaine de membres actifs. Moban organise des sessions de rencontres avec des entrepreneurs. Nous avons déjà à notre actif trois sessions, deux l'année dernière, en 2019, en juin et novembre. Et la toute dernière, c'était en juillet. Donc voilà, nous sommes ravis de pouvoir rencontrer des talents marocains. Et là, pour le coup, africains, travaillons aussi sur le Maroc. Nous attaquons pas mal de sujets. Donc, selon un peu le profil des investisseurs, Yacine est par exemple membre fondateur de Moban. Il est plus versé dans la santé, dans le e-health. Je suis moi-même avec un background dans le digital et dans l'agriculture. Nous avons d'autres membres qui sont dans d'autres domaines. Et puis, donc voilà, on s'interdit d'investir dans aucun domaine pourvu qu'il y ait de l'innovation. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent. C'est un milieu, enfin aujourd'hui le Maroc bouillonne pas mal. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de vocations entrepreneuriales qui sont nées, qui se développent pas mal. Il y a aussi une volonté politique. Le ministère des Finances essaye d'apporter des subventions par divers moyens. Donc, il y a une impulsion de plusieurs facteurs qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc est une bonne place, en tout cas suffisamment intéressante. Et j'invite beaucoup de gens à nous contacter et donc d'où qu'ils viennent d'ailleurs, pourvu qu'ils aient un projet dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Idrissi, pour cette belle présentation. Donc, cher public, j'espère que vous avez bien noté tous ces éléments. Le réseau Moban recherche activement des entrepreneurs et des entrepreneuses talentueux. 12 membres actifs avec des profils professionnels divers entre opérationnels et investisseurs. Donc, beaucoup de valeur ajoutée et de capital à apporter à vos entreprises. Sans plus tarder maintenant, je vais donner la parole à Madame Rekia Madougou, représentante de la Team RM, qui apporte une saveur un peu plus Afrique de l'Ouest pour ce soir. Madame Madougou, comment allez-vous ce soir? Je vais bien, Madame Soubaï, et je voudrais vraiment saluer tous ceux qui sont présents, les participants et même les start-upers qui sont avec nous, sans oublier nos partenaires. Je me réjouis de cette première édition du Maroc parce que cela relie l'Afrique du Nord à l'Afrique australe et tout le reste de l'Afrique d'ailleurs, puisque vous-même, Anna, vous êtes en Afrique du Sud, moi-même je suis en Afrique de l'Ouest, nous avons sans doute des intervenants qui nous parleront depuis le Sénégal ou ailleurs. Et donc vraiment, je voudrais saluer l'Afrique qui gagne ce soir, cette Afrique qui comprend que l'intégration africaine est à l'œuvre de beaux projets
et que cela peut davantage nous ouvrir les portes du monde. C'est ensemble que nous serons plus forts. La team RM, qui est donc le Think and Do Tank RM, s'honore de ce partenariat qui grandit de plus en plus et surtout qui nous montre que des projets véritablement innovants sont à la porte du monde et surtout peuvent faire décoller l'Afrique. Je m'en voudrais de ne pas déjà me réjouir à l'avance des interventions, des pitchs que nous aurons tout à l'heure de jeunes start-up africains, dont d'ailleurs, en lisant certains pitchs, on s'aperçoit bien qu'ils sont plus que des start-upers, ils sont des entrepreneurs avertis et qui ont réussi déjà à convaincre bien d'investisseurs potentiels. Je voudrais donc leur souhaiter une très bonne chance et surtout nous inviter à aller à la recherche d'autres start-upers qui, certes, peut-être n'ont pas encore grand pion sur rue, mais sont potentiellement forts et surtout sont potentiellement créateurs de richesse et de croissance inclusive. Merci beaucoup, Madame Madougou, pour cette belle introduction et effectivement de mettre en avant les liens historiques, culturels et économiques entre les différentes régions de l'Afrique. Nous allons passer maintenant à une présentation rapide des deux autres investisseurs anges qui nous ont rejoints ce soir en plus de Monsieur Idrissi. Je vais donner la parole à Monsieur Yassine Bouajaja. Monsieur Yassine. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, ravi d'être parmi vous. Rapidement, mon background, j'ai passé presque 20 ans en corporate travaillant pour le compte d'une firme pharmaceutique américaine, ce qui m'a donné la chance de travailler, de voyager beaucoup en Afrique. J'ai été établi à Johannesburg pendant 5 ans et de cette base, j'ai beaucoup voyagé à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest. Donc, les problèmes de supply chain, de dédouanement, comme on va entendre d'une des startups, je les ai vécus. Les problèmes de conseil juridique intéressants à des prix raisonnables aussi, je les ai vus. Je les ai vécus au Maroc et en Afrique, ce qui rend les pitchs de ce soir très, très intéressants, qui ont mon intérêt. Mon intérêt avec ma casquette aujourd'hui de Business Angel. Donc, très intéressé, très motivé d'être ici et très curieux d'apprendre encore plus, au-delà des slides, un peu ce que les entrepreneurs de ce soir vont partager avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Bouajaja, pour cette belle introduction. Je vais donner la parole à notre dernier ange ce soir, Monsieur Mupemba. Merci beaucoup, Anna. Bonjour à tous. Ravi de participer à cet événement. Pour ma part, personnellement, j'investis depuis 2 ans personnellement dans... Alors, Monsieur Mupemba, le son est un petit peu bas. Si vous pouviez vous rapprocher au niveau audio, peut-être un petit peu. Bien sûr. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, ravi d'être là. Pour ma part, personnellement, j'investis depuis 2 ans maintenant dans les différentes startups. J'ai un investissement réalisé en Tunisie, pas encore au Maroc. Ce sera peut-être qui sait l'occasion ce soir. Et à côté, parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent, des zones qui m'intéressent, parce que je souhaite investir dans l'ensemble de l'Afrique et notamment francophone. Et à côté de cela, je lead un programme d'investissement du fonds investisseurs et partenaires. Voilà, un programme financé par l'Agence française de développement et voilà, qui nous permet également d'avoir un portefeuille un peu plus grand pour investir et accompagner les boîtes. Donc, ravi d'être là et hâte que ça commence. Merci beaucoup, Monsieur Mupemba, pour cette belle introduction. Donc, nous avons des anges avec des profils diversifiés, mais qui ont tous un intérêt dans les secteurs. Donc, sans plus tarder maintenant, nous allons passer au début de l'émission. Je vais juste faire un petit rappel à tous les participants. De préférence, si vous ne prenez pas la parole, mettez-vous en mode sourdine pour éviter de générer des bruits d'arrière de fond. Et maintenant, je vais inviter le premier entrepreneur, Monsieur Ousmane. Monsieur Ousmane, m'entendez-vous? Fondateur de la société Logidoo, une société de logistique, à prendre la parole. Monsieur Ousmane, êtes-vous bien présent? Oui, je vous entends.
Fantastique. Je vais rappeler les règles. Chaque entrepreneur a l'occasion de présenter sa société en 5 minutes, montre en main, et nous vous arrêterons de manière brutale et rigide si vous tentez de dépasser le temps qui vous est accordé. Après votre présentation de 5 minutes, les investisseurs anges ainsi que le public auront à peu près 15 à 20 minutes pour pouvoir poser des questions complémentaires sur votre société. Et nous procéderons ensuite aux commentaires, retours et au vote concernant un investissement potentiel. Monsieur Ousmane, je vous laisse partager votre écran. Merci à vous. Je me présente à M. Ousmane Traoré. Je m'en vais aujourd'hui. Donc, je disais merci à vous. Je m'en vais aujourd'hui vous présenter la marketplace. Je disais tout quitte d'un constat, le constat que le secteur de la logistique est très anarchique en Afrique, et en absence d'assurance, un manque d'outils de comparaison et des délais et des coûts qui sont non maîtrisés. Ce qui a pour conséquence d'avoir des délais de plus de 15 jours pour dédouaner un conteneur aujourd'hui au Sénégal et des coûts logistiques entre Abidjan et Ouagadougou 2 fois plus chers qu'Abidjan-Shanghai. Notre mission est de permettre aux entreprises et aux particuliers de gérer leur logistique avec transparence et sans se déplacer. Nous avons la vision de devenir la première plateforme de e-logistique panafricaine et à horizon 2022, d'être la première plateforme de transport entre le Maroc et le Sénégal. La solution que nous apportons est une solution dématérialisée qui élimine l'ensemble des intermédiaires et qui permet d'avoir le juste prix, les meilleurs prestataires, mais aussi les meilleurs délais de service. Tout ceci en alliant une sécurité, une garantie, une transparence sur l'ensemble des opérations qui sont faites et une instantanéité, une complétude au niveau des demandes. Comment ça marche? Aujourd'hui, pour faire une opération de transport, nous avons un client tel que Philippe Maurice qui entre sur la plateforme, qui exécute sa demande et qui a une offre comparée en fonction des délais de livraison de chaque prestataire de transport, mais aussi des fréquences de départ. Il lui permet de régler sa facture ou de se connecter en tant que compte B2B et de suivre son expédition jusqu'à la livraison. L'avantage pour le client, c'est qu'il réduit considérablement ses coûts et les intermédiaires. Il lui permet d'avoir des cotations instantanées, mais aussi d'avoir le tracking et les BL et des charges de manière automatique et aussi d'évaluer les prestataires. Pour le prestataire de transport, il s'agit d'augmenter ses ressources, d'optimiser un peu le prix du marché. Aujourd'hui, nous attaquons sur un marché constitué du Maroc, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, avec plus ou moins 6 milliards en revenus opportuns. En termes de chiffres, nous avons en 2020 pu agréger 373 transporteurs, plus de 68 clients B2B, plus de 3700 opérations, 12 lignes de transport créées et un revenu aujourd'hui à date de plus de 300 000 euros. Notre stratégie est de créer des canaux de transport entre les principales zones d'importation et de l'Afrique, en passant par nos hubs principaux que seront le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et de pouvoir par la suite dispatcher au niveau des franchises que nous créerons sur la sous-région, sur les zones en tout cas, avec un impact beaucoup moins important. Nos clients sont essentiellement des entreprises telles que des banques qui nous utilisent pour optimiser leur logistique, des sociétés de e-commerce ou de distribution qui aujourd'hui ont accès à toute la capacité existante des acteurs présents sur la plateforme, ou encore des acteurs de la logistique qui ont besoin d'avoir de l'interopérabilité pour desservir des territoires où ils n'ont pas d'acteurs. Notre modèle économique est aujourd'hui basé sur un commissionnement, c'est-à-dire que nous prenons une commission au niveau du prestataire compris entre 10 et 20%. Ce qui nous a permis en 2019 de générer pas moins de 91 000 euros et à date aujourd'hui, en 2020, 300 000 euros. Aujourd'hui, nous sommes un réel agrégateur de services, c'est-à-dire que nous agrégeons l'ensemble des acteurs de la logistique allant de l'international, du national, de l'affrètement, mais aussi du déménagement. L'équipe est constituée de moi-même, Tamsir Ousmane Traoré, ancien fondateur de la première société de messagerie au Sénégal, revendue en 2019, Pape Biransen, un acteur incontournable de la tech sénégalaise, et Abdul Ahad Ndiaye, qui a plus de 6 ans d'expérience en e-commerce, notamment dans l'exploitation de Jumia Maroc, mais aussi dans la mise en place de procédures chez AfriMarket. En termes de chiffre d'affaires, nous ambitionnons de faire
plus de 3,6 millions d'euros à horizon 2025, sachant que les ambitions pour 2020 étaient de 266 000 euros pour le Sénégal, qui sont aujourd'hui atteints. Pour notre expansion en Côte d'Ivoire et au Maroc, où nous sommes présents depuis le mois dernier, nous aurions besoin de 500 000 euros, essentiellement en termes d'implantation. Durant les 12 derniers mois, pu lever pas moins de 300 000 euros. Et à l'aide de top, certains désolé, angels. je vais devoir vous interrompre, Monsieur Ousmane. Je vous ai laissé quelques secondes supplémentaires suite des problématiques techniques que vous avez rencontrées. Je vais donner maintenant la parole aux investisseurs anges. Monsieur Idrissi, Monsieur Bouajaja, Monsieur Oupemba, allez-y. N'hésitez pas à poser vos questions. J'invite également le public à participer. Je me permets de débuter. Bravo. Bravo, monsieur, pour votre présentation, pour votre projet, pour les données que vous présentez. Deux questions. La première, c'est quel est votre… Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de le présenter, je ne l'ai pas compris, mais quel est votre avantage vis-à-vis des autres acteurs de la concurrence, en gros. Enfin voilà, ça c'est la première question. Quels sont vos avantages compétitifs, Monsieur Ousmane? D'accord. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas un acteur, nous sommes un agrégateur d'acteurs. Donc, nous avons sur notre plateforme l'ensemble des acteurs. Secondement, aujourd'hui, en termes de ce que nous offrons, c'est beaucoup plus la possibilité au client de choisir le prestataire avec qui il travaille, en notant qu'il a toujours ce point d'avoir le prix le plus compétitif par rapport au marché. Ça veut dire qu'au-delà de cette partie tarif où le client a payé au moins 20% moins cher que sur le marché, il y a aussi cette partie de complétude où il n'a pas simplement l'offre d'un seul prestataire, mais de plusieurs prestataires avec des niveaux de délai de livraison ou de qualité de service différents. Et ça, personne ne le fait? En agrégeant l'ensemble des acteurs, que ce soit sur une procédure de dédouanement, de transport de colis, de déménagement et d'entreposage, actuellement, nous sommes les seuls à le faire. Ousmane, quel est le niveau d'économie en pourcentage que vous êtes arrivé à faire sur ces 300 000 euros? S'il n'y avait pas cette application, vos clients auraient payé combien? Voilà, donnez-moi une ordre de grandeur en termes de savings. D'accord. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'une procédure d'importation, vous avez souvent recours à déjà un transitaire ou un commissionnaire en douane au niveau du pays où on importe. Vous avez ensuite le transport principal qui est fait et vous avez ensuite la procédure de dédouanement qui est faite en plus d'avoir cette procédure de distribution, de livraison, s'il y a entreposage ou pas. Donc, sur tous ces niveaux de service, nous avons plusieurs acteurs. Sur tous ces acteurs, nous avons des intermédiaires, sachant que pour chacun d'eux, il nous suffit de payer au minimum des prestations ou des honoraires pour ces services. Alors, nous éliminons l'ensemble de ces intermédiaires, ce qui fait un gain considérable par rapport au suivi de l'opération. Ensuite, ces opérations, ils sont faits et c'est à nous, le client, de faire la jonction. C'est-à-dire que je peux avoir un excellent transitaire, mais est-ce que j'ai le bon transporteur? Si j'ai un bon transporteur, est-ce qu'à la fin, j'ai la personne idéale pour l'entreposage ou pour le transport? Alors que là, c'est une plateforme qui vous fait cette jonction et qui vous permet d'avoir un produit end-to-end où vous arrivez à éliminer pas moins de 5 ou 6 acteurs. Donc là, c'est le gain que vous arrivez à avoir et en pourcentage, ça peut aller jusqu'à 30 ou 40% sur les coûts d'importation. Excellent. Si je peux, Samir, c'était la deuxième question qui suit celle-là. C'est dans ce cas-là, pour votre modèle de pricing, Oussama, je comprends très bien, vous ramenez un client au prestataire, donc vous allez facturer 10% de commission sur sa facture. Ça, c'est tout à fait légitime et compréhensible. Là où je ne comprends pas, pourquoi vous ne facturez pas aussi le client qui va profiter de ces économies de 30 à 40%, pourquoi
vous ne lui facturez pas aussi une prestation? C'est effectivement prévu sur notre plan de développement. Nous avions d'abord décidé de pouvoir maîtriser, conceptualiser la partie prestataire parce que c'est elle qui est la plus importante. La qualité des prestataires de notre plateforme font la réputation de notre plateforme. Et ensuite d'aller sur des services à valeur ajoutée que nous aurons, l'emballage, l'assurance, tout ce qui est gestion documentaire. Voilà. Donc, il y a une liasse quand même de services qui va être par la suite déployée pour le client. Mais il nous fallait au moins consolider la base et le cœur qui est le moteur qui fait tourner l'exploitation. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Amplement, merci. Je voulais poser des questions également. Donc, en fait, j'ai la première question qui est importante à mes yeux, s'agissant d'un investissement qui touche le Maroc. Donc, je voudrais savoir quel est un peu votre positionnement au Maroc. Donc, comment vous allez travailler. Donc, il y a la partie sénégalaise, il y aura par la suite la partie ivoirienne, mais il y a déjà la partie marocaine. Donc, à la fois, à quoi serviront les fonds, les 50 000, les 500 000 dirhams de dette que vous demandez pour le Maroc, quoi est-ce qu'ils serviront et quelle est votre interface, quelle est un peu l'articulation entre la filiale marocaine et la filiale et la maison mère sénégalaise. Ça, c'est le premier point. Et juste pour préparer la suite, quelle est votre stratégie commerciale? Comment vous comptez vous déployer assez rapidement au Maroc notamment? Bon, je crois que la réponse pourrait répondre éventuellement aux deux questions. La première, c'est nous aujourd'hui, nous cherchons à mettre en place une plateforme panafricaine. Le premier challenge, c'était de connecter le Maroc au Sénégal. Donc là, par la mise en place de lignes maritimes, routières et aériennes avec des fréquences régulières où on passe nécessairement par des acteurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise le flux. Donc, ça, c'est la première chose que nous comptons faire par rapport au Maroc. Nous avons énormément d'industriels au Maroc qui sont là, qui sont à la recherche d'opportunités africaines, mais là où le bas blesse, c'est la logistique. Alors, il s'agit pour nous d'abord de connecter le Maroc au Sénégal, ensuite de connecter la Côte d'Ivoire, et là, à travers les différentes franchises et filiales, de pouvoir créer un véritable réseau où on pourra avoir du transport en export, mais aussi en import. Nous avons énormément d'horticulture, énormément de choses qu'on pourrait échanger entre ces différentes communautés. Donc, c'est déjà un peu, ça touche un peu à la stratégie, c'est-à-dire vraiment de toucher cette communauté industrielle, PME, de distribution, agro-business qui sont là et qui cherchent justement à toucher d'autres territoires, d'autres marchés, et où il faut justement poser des canaux de logistique efficients et qui permettent d'avoir des coûts logistique compétitif. Et ma question sur l'usage des 500 000 dirhams, s'il vous plaît. Alors, les 500 000 dirhams, c'est essentiellement la mise en place d'abord des infrastructures, comme on en parle, c'est-à-dire de pouvoir permettre d'avoir ces canaux qui soient mis en place. Mais aujourd'hui, on parle d'une marketplace, donc ça demande énormément de marketing. On sait que le marché marocain est un marché de confiance, donc il faudrait réellement imposer cette confiance au niveau autant des prestataires, mais aussi de la clientèle, et de pouvoir faire les partenariats qu'il faut pour pouvoir décoller. Voilà. Autre question, quelle est votre soudure? Oui, s'il vous plaît, mais je voulais, enfin, c'est un peu vague, ça reste un peu vague, je suis désolé, mais ça demande peut-être à être clarifié, mais c'est peut-être pas donc, si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Ce qui me restait aussi, et qui est à mes yeux très important, quelle est la valeur ajoutée de l'entreprise marocaine? Pour être direct, je vais investir chez vous, mettons 500 000 dirhams. D'abord, combien vous me donnez pour ces 500 000 dirhams? Et je ne veux pas que les bénéfices de l'entité marocaine soient dilués dans la filiale, dans la maison mère, parce que je n'ai pas de part dans la maison mère. Vous comprenez ma question? Donc, il s'agit d'une question sur la structuration juridique de votre société. Tout à fait. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, nous ne demandons pas des fonds pour la filiale marocaine, nous demandons des fonds
Enfin, aujourd'hui, les parts qui seront cédées sont des parts de l'ensemble. D'accord? Maintenant, effectivement, ces fonds seront déterminants pour le développement du marché marocain. Mais aujourd'hui, les parts qui seront cédées seront des parts de Logidou global. Donc, je pense que la réponse simple à cette question est qu'effectivement, votre société est immatriculée au Sénégal. Et donc, les parts de la société que vous aurez seraient au Sénégal. Mais que toutefois, effectivement, il y a des problématiques de structuration et d'investissement intéressantes qui sont posées dans une dynamique panafricaine et qu'il y aurait peut-être voilà, une valeur ajoutée à créer une structure au Maroc également pour les investisseurs marocains, pour les clients marocains. Donc, la structure est déjà créée. D'accord, fantastique. Et je pense que la deuxième question de Monsieur Idrissi, qui n'a pas nécessairement été parfaitement, à laquelle vous n'avez pas nécessairement parfaitement répondu, le plan d'affaires au Maroc. Donc, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des clients que vous avez au Maroc? J'ai cru comprendre que vous travaillez avec une compagnie industrielle des fibres. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre stratégie d'acquisition de clients au Maroc, à la fois des clients corporate, des clients particuliers? Quelles sont les zones de transport vers lesquelles vous faites transférer les produits marocains? Est-ce que c'est plus vers l'Afrique de l'Ouest, plus vers la France? Vous avez mentionné la France dans votre présentation et je pense que ça permettra d'avoir plus d'informations sur votre société. Exactement. Donc, en fonction des zones de transport, effectivement, au départ de la France, nous avons beaucoup de B2C. C'est essentiellement du e-commerce qui est transporté. Donc, il s'agit pour nous de pouvoir apporter cette réponse, de pouvoir shopper sur 8 pays différents. C'est-à-dire que nous permettons à un client de pouvoir avoir accès à tous les sites de e-commerce sur 8 pays, en tout cas déterminants, et à travers les canaux logistiques que nous avons mis en place, de les recevoir sur 3-4 jours. Donc, ça, c'est par rapport à l'Europe. Ce même canal peut être utilisé par toute la partie B2B, entreprises et autres. Sur la partie Afrique, pourquoi c'est important? C'est parce qu'avant tout, c'est le challenge. Aujourd'hui, c'est pouvoir connecter l'ensemble de ces pays-là. Et on s'inscrit beaucoup plus sur une démarche de massification, c'est-à-dire de comment proposer des solutions end-to-end aux entreprises marocaines qui souhaitent desservir en Afrique, non seulement au Sénégal, mais aussi en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays où on a des potentiels partenaires et où nous comptons ouvrir des franchises. Je vais rebondir pour revenir sur la question de la compétition et de l'avantage compétitif peut-être. On prend un petit peu de recul. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de société à peu près similaire à la vôtre qui évoluerait dans un autre continent ou dans une autre zone géographique dans le monde? Ou est-ce que votre concept d'agrégation est... Pardon? Alors, nous avons, je disais, si on prend de manière spécifique sur certaines chaînes, partie des chaînes de valeur logistique, alors oui, effectivement, on peut en trouver. Si on parle de transport de camions, il y a effectivement, que ce soit en Afrique de l'Ouest avec Camtar, en Afrique de l'Est avec peut-être Lori ou Kobo 360, même au Maroc avec Friterium ou Khartoum, effectivement, nous avons des acteurs. Mais aujourd'hui, ce qui nous a intéressé, c'était beaucoup plus de trouver une solution logistique globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'offrir aux clients une solution pour ses importations et au moment du dédouanement, de ne pas avoir une solution. Alors, la dématérialisation, elle n'est pas complète. Alors, le fait d'intégrer l'ensemble des chaînes de valeur qui est constituée dans la logistique, là, c'est quand même une première et c'est la première fois qu'on a un agrégateur qui prend en compte tous ces métiers et tout cet écosystème-là. Nous allons passer à une question du public qui concerne la qualité des prestataires que vous acceptez sur votre plateforme. Comment vous assurez-vous de la qualité de cette prestataire, qu'il n'y en ait pas un qui s'enfuit avec mon sac Louis Vuitton que j'avais commandé au Maroc? Comment se passe votre contrôle? Alors, nous avons deux étapes. La première, c'est que tous les prestataires sont des prestataires certifiés. C'est-à-dire, au-delà d'avoir tout le cadre réglementaire de douane, il y a quand même un certain niveau de certification qui est exigé. Ensuite, nous choisissons pour chaque type de prestation plus de 10 prestataires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites une demande, vous avez une comparaison au niveau de trois offres. Mais à la fin de chaque opération, en tout cas, le client, il a la capacité d'évaluer le prestataire. Et tout prestataire qui a une note négative au niveau de 3 expéditions successives est automatiquement éjecté de la plateforme
et qui est remplacé par un autre. Donc, nous avons ces deux niveaux, autant en interne sur la partie procédure, réglementaire, légale et assurance, mais nous avons aussi cette partie client où les clients, à la fin de chaque opération, évaluent les prestataires, la prestation qui est faite. Et c'est cette note justement qui atterrit au niveau du comparateur quand vous voyez le prestataire, le prix, les délais, vous avez des étoiles qui vous donnent justement la qualité de service qui est perçue par les clients qui ont utilisé la plateforme. Quel est l'intérêt pour un prestataire de participer à votre plateforme? C'est d'abord de pouvoir être sûr d'avoir du flux. C'est la garantie sur un flux. Nous avons énormément d'utilisateurs qui utilisent la plateforme. Ensuite, le fait de vouloir être transparent. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on reproche à la logistique, c'est qu'on n'est pas assez transparent sur les procédures, sur la tarification, sur tout cela. Donc aujourd'hui, ça permet aux prestataires d'être transparents, d'avoir une visibilité sur les marchés, de savoir réellement quels sont les prix qui sont pratiqués. Donc, mis à part ça, nous avons l'interopérabilité, le fait que nous avons une société au Sénégal qui souhaite livrer en Mauritanie et qui n'a pas d'acteur, qui passe par la plateforme pour pouvoir effectuer justement cette interopérabilité, cette connexion que nous créons, c'est vraiment un plus que nous leur offrons au-delà de la communauté que nous créons. Très, très bien. Merci beaucoup. Je vais passer à une dernière question du public, à moins que nos anges aient des questions supplémentaires pour vous. Je poserai une dernière question, une autre question après celle du public et celle de Samir. En fait, ma question est simple, je l'ai déjà posée. Vous demandez donc globalement 300 000 euros. Vous avez prévu quelle part du capital et quelle est selon vous un peu et surtout quelle est que deviennent un peu les 500 000 ou 300 000 euros, qu'est-ce qu'ils deviennent après 2, 3 ans, 5 ans? Quel est l'exit que vous avez prévu et quel est le multiple que vous avez prévu raisonnablement? D'accord, donc je vais peut-être, par rapport aux 500 000, bon, vous les avez, je crois, sous les yeux. C'est essentiellement, nous avons un pourcentage de 60% pour la partie expansion Maroc et Côte d'Ivoire. Donc, c'est essentiellement pour la partie implantation à hauteur de 35%. Nous avons du marketing à hauteur de 30%. La partie infrastructure de base, c'est-à-dire les véhicules légers sur toute la partie commerciale, sur toute la partie ramasse dernier kilomètre. Et la partie technologique qui est très importante parce qu'il s'agit de faire de la veille et d'améliorer constamment la plateforme à hauteur de 20%. D'accord ? Donc, sur la partie exit… Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair sur la partie implantation? Qu'entendez-vous par implantation? D'accord. L'implantation, c'est tout ce qui concerne aujourd'hui les ressources humaines, l'implantation de la structure en tant que telle au niveau du Maroc. Merci. Je crois que la question suivante de M. Idrissi concernait la sortie. Si un investisseur aujourd'hui investit, dans combien d'années pourrait-il espérer raisonnablement récupérer ses billes et quel type de profit devrait-il enregistrer? Vous nous avez parlé d'un chiffre d'affaires à horizon 2025, je pense, de 3,5 millions d'euros. Exactement. Alors, si je peux me permettre, vous ne pouvez pas, si je peux juste partager l'écran pour pouvoir… Nous voyons très bien votre écran. Ah, là, nous ne voyons plus votre écran. Alors, si je peux me permettre… Arrivez-vous à voir mon écran? Oui, tout à fait. D'accord. Là, vous avez un peu le niveau de revenus et de charges à horizon 2025 qui vous permet de voir par rapport à nos prévisions déjà où nous voulons aller et au niveau de charges que nous avons et l'excédent brut qui peut être généré. Quel type de sortie avez-vous en tête? Vous avez mentionné que vous avez vendu votre entreprise précédente. Qui a été l'acheteur de votre entreprise? Quel type d'acheteur avez-vous en tête pour cette plateforme logistique? Ce qu'il faut comprendre, dans mon entreprise précédente, j'avais tout d'abord eu l'entrée en capital d'un acteur de la logistique. Et 2 ans après, j'ai cédé le restant de
de mes parts pour pouvoir lancer, me concentrer sur le J2. Donc, revente de votre société à une autre société. Tout à fait. Fantastique. Je vais donner la parole à Madame Madougou avant de procéder au vote. Nous devons respecter les délais pour chaque candidat. Madame Madougou, je crois que vous avez une question ce soir pour Monsieur Ousmane. Oui, j'avais une question pour Monsieur Ousmane. J'ai vu sur ces présentations des institutions comme l'ADER et l'AFD. Et l'ADER, si vous vous souvenez, Anna était l'un de nos partenaires sur la première édition. Donc, je voulais savoir s'ils sont déjà en contact et si ça se passe bien, s'ils ont pu l'aider à lever des fonds. Et puis aussi, je voulais savoir s'il est en contact plutôt avec la couveuse de Dakar. Ce sont des institutions qui sont partenaires et qui arrivent à quand même aider les entreprises qui sont dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, merci pour votre question. C'était ma question. Pardon? Allô? Allez-y, Monsieur Traoré. Allez-y, Monsieur Traoré. D'accord. Donc, je disais par rapport à l'ADER, ça a été l'un des premiers acteurs qui nous a tout le temps, en tout cas, soutenus, notamment en financement, en accompagnement technique. Donc, ils sont dans le projet Logido avec nous depuis le début. L'AFD, c'est parce que nous avons pu, par le biais de Green Tech, bénéficier d'un accompagnement pour la partie développement Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous faisons un peu, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir besoin d'une somme assez conséquente, nous essayons de voir tous les partenaires qui tournent autour, qui croient au projet et qui peuvent nous permettre d'aller de fil en aiguille vers cet objectif-là. Donc, l'AFD, l'ADER, l'ADPME, c'est tous des institutions en tout cas qui sont là et qui sont en train de nous appuyer pour le développement de cette plateforme. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Toutes les questions ont été posées. Nous allons passer au vote. Merci, Gabriel, de lancer le sondage public. Alors, je vais donner la parole à nos 3 anges et vous avez un petit vote qui se présente dans votre écran. Est-ce que vous investiriez ce soir dans la plateforme logistique de Monsieur Traoré? Pendant que nous rassemblons les résultats du sondage, je vais donner la parole à Monsieur Idrissi, à Monsieur Bouajaja ou à Monsieur Mpemba. Moi, j'avais encore une question, si Ousmane peut nous aider à comprendre. Alors, allez-y, rapidement. Voilà, en parallèle. Alors, je pense que la solution que vous proposez est très intéressante et va simplifier la vie à beaucoup de gens, que ce soit les exportateurs ou les importateurs. Je pense que c'est très intéressant. En même temps, la partie qui m'inquiète un petit peu, c'est le modèle économique avec les 10% de commission, sachant que rien que les flux bancaires, hein, si vous êtes payé dans une devise et vous devez repayer des prestataires dans une autre devise, vous partez déjà les 10% dans le change. Il y a beaucoup de coûts cachés qui risquent de ramener une certaine érosion à votre marge et vous retrouvez peut-être travaillant pour rien. Donc, expliquez-nous un petit peu le modèle économique et surtout le flux financier, si on a le temps rapidement. Voilà. Alors, juste pour vous rassurer, en fait, la commission est comprise entre 10 et va même jusqu'à 25% en fonction du service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commission que nous allons avoir sur une expédition normale de colis d'envoi entre Casablanca et Rabat n'est pas la même que dans une opération de transport international parce que le niveau d'intermédiaire n'est pas le même, le niveau de risque n'est pas le même. Donc, effectivement, par exemple, sur des opérations internationales, les commissionnements peuvent aller beaucoup plus que 10%. Mais en tout cas, c'était juste pour pouvoir vous donner une moyenne en vous disant, selon la prestation la plus basse, on est à 10% et sur les prestations, en tout cas les plus hautes, on peut aller jusqu'à 27%. Mais sachant que malgré ces 27%, le client paye toujours moins cher et aux yeux du prestataire, son volume le justifie. Juste pour un titre d'exemple, Uber en Afrique du Sud, ils sont à 25% de commission sur les courses. Et l'un de leurs CEO local disait l'autre jour à la radio qu'à moins de 15%, ils n'étaient pas profitables. Donc, ça nous donne l'idée que les coûts de gérer tout ça en arrière-plan peuvent être très, très élevés. Exactement. Mais il faut juste peut-être vous rajouter, aujourd'hui, on est sur
une somme. C'est-à-dire, si on parle d'une opération à l'international, on a la commission de l'importateur, plus la commission du transporteur, plus la commission de l'agrément en douane. Donc, de fil en aiguille, c'est un ensemble de commissions qui font quand même un montant considérable. Bien. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais devoir interrompre les débats, mais leçon pour effectivement tous les candidats, vous assurer que le modèle économique que vous décrivez soit bien compréhensible des investisseurs pour ne pas soulever ou générer des interrogations. Alors, je redonne la parole maintenant aux anges. Investiriez-vous ce soir potentiellement dans cette société après une due diligence un peu plus poussée et quels sont les commentaires que vous souhaiteriez faire à notre entrepreneur ce soir? Qui souhaite se lancer en premier? Oui, je veux bien. Alors, je veux bien si… en fait, le projet me paraît très intéressant. Il y a une dimension disruptive, effectivement, chez Logidou. Tamsir a fait un très bon boulot. Bravo. Le montant qu'il demande n'est pas en ligne avec nos capacités de business angel au Maroc. Donc, ça dépasse de loin nos capacités, nos tickets d'intervention, et j'en profite pour les annoncer. En tout cas, pour les business angels, c'est de l'ordre de $30 000 donc, par opération. Donc, ça dépasse quand même nos capacités. Deuxième problème, j'ai quand même pas reçu de réponse sur l'exit. Donc, le schéma n'est pas du tout clair. Et les anges aiment les choses claires, même s'il peut y avoir des accros tout au cours de l'histoire. Mais il faut quand même qu'on ait une certaine visibilité sur la vision un peu d'exit de l'entrepreneur. Et ça n'a pas été explicité, ni ça, ni le montant éventuellement de gains potentiellement sur cette opération. Merci beaucoup, Monsieur Idrissi. Donc, bon retour pour l'entrepreneur et de bonnes leçons à prendre pour chacun d'entre nous. Monsieur Bouajaja. Alors, de mon côté, je trouve l'opportunité très intéressante avec un potentiel de grandir dans pas mal de directions. L'une d'elles, c'était de faire un peu comme ça, avoir des endroits de stockage aussi pour ces sociétés qui préfèrent avoir un endroit de transit temporaire en attendant d'arriver au client final et d'autres. Donc, il y a le potentiel une fois on a la confiance de ce client et on l'accompagne vers le dédouanement et le transport de sa marchandise, de pouvoir l'accompagner par la suite et lui vendre d'autres services et produits. Je pense que c'est intéressant. Donc, je serais intéressé de rencontrer Ousmane ou quelqu'un de l'équipe qui serait à Casablanca, discuter un peu plus et de voir où cela pourra nous mener. Fantastique. Et Monsieur Ousmane, je crois bien que vous êtes à Casablanca. Donc, voilà, une première connexion d'affaires tangible et réelle en train de se mettre en place. Et comme on l'aime le rappeler dans cette émission, ce n'est pas toujours du capital dont les entrepreneurs ont besoin ou pas uniquement, mais également de soutien en termes de stratégie commerciale et de perspectives de croissance. Donc, merci beaucoup, Monsieur Bouajaja, ce soir. Et enfin, je donne la parole à Monsieur Moupemba. Merci. En effet, les éléments présentés étaient de grand niveau. Bravo pour ce que vous avez déjà réalisé en même pas 2 exercices encore. Pour ma part, je ne poursuivrai pas. Je ne poursuivrai pas parce que je n'ai pas réussi vraiment à comprendre certains éléments. Notamment sur ce que je parlais de cet avantage concurrentiel. Et au-delà de ça, de par son expérience, Yacine démontre qu'il a une très bonne compréhension des sujets, là où j'aurais davantage à creuser. Mais voilà, c'est un très beau projet, en espérant en se faire le meilleur dans vos futurs échanges.
Merci beaucoup, Monsieur Mpamba. Je vais commencer à partager le sondage du public. Alors, il y a quand même près de 80% du public qui investirait dans votre société. Donc, le public est bien accroché. Je pense que nous souffrons tous des problématiques de logistique sur ce continent. Donc, bravo, Monsieur Ousmane. Et je crois que Madame Madougou, vous aviez un tout dernier mot à dire avant qu'on passe à notre deuxième candidate, Madame Meriem. Oui, Anna, je voudrais aussi féliciter notre jeune entrepreneur et lui annoncer que je pourrais bien, s'il le souhaite, le mettre en relation avec une grande banque marocaine. Je salue d'ailleurs au passage notre ami Ismaël Douiri, qui est le patron de Attijari Wafa Bank, que nos amis doivent bien connaître. Et donc, je pourrais faire cette intermédiation s'il le souhaite. Et deuxièmement, je voudrais qu'il regarde de près les dispositions de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale, qui certes est une opportunité, pourrait l'être pour lui-même, mais ça pourrait également constituer un risque pour son activité. Donc, ce serait bien qu'il regarde de très près cela et commencer déjà à anticiper. Merci beaucoup, Madame Madougou. Une présentation à une banque pour un financement par dette potentiellement, ainsi que un rappel de toujours prendre en compte les problématiques de réglementation juridique, douanière dans lesquelles votre société opère. Donc, merci beaucoup à Madame Madougou pour ce rappel. Merci, Monsieur Ousmane. Nous allons passer maintenant à notre dernière candidate de la soirée, Madame Meriem, qui souhaite résoudre les problématiques juridiques nombreuses auxquelles entreprises et particuliers font face au Maroc par le biais d'une solution innovante. Madame Meriem, êtes-vous bien présente? Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Très, très bien. Nous allons vous donner la parole. Je vous laisse partager votre écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Je vous laisse le mettre en plein écran. Fantastique. La parole vous est donnée. Vous avez 5 minutes, montre en main, Madame Meriem. Allez-y. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Meriem Bentouja, je suis conseillère juridique et fondatrice de la Juriste.ma. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter aujourd'hui cette plateforme qui a pour objectif de démocratiser l'accès aux conseils juridiques. Alors, l'opportunité, c'est très simple, les entrepreneurs et les citoyens ont tous besoin d'outils juridiques pour protéger leurs intérêts. Disons-le franchement, 70% des problématiques juridiques vécues présentent des similitudes et parfois sont même redondantes. Or, les grandes entreprises, les banques, les assurances, etc., ont même décidé d'intégrer l'assistance juridique comme un service à valeur ajoutée à leur clientèle professionnelle et ils ont besoin d'outils efficaces pour assurer ce service. Le problème, c'est que l'accès au conseil juridique est très coûteux au Maroc et il existe un climat de méfiance entre les citoyens et les avocats. Or, 93% du tissu économique marocain est constitué principalement de TPE, petits entrepreneurs et start-up qui souffrent d'un véritable manque d'accompagnement juridique. Notre solution, c'est très simple, la Juriste.ma, une plateforme 100% digitale qui, pour le client, est facile d'accès et qualitative, et pour nous, en tant que société de conseil juridique, est compétitive et rentable. Pour le client, facile d'accès et qualitative, puisqu'elle est user-friendly et sans engagement, elle n'est pas chère. Les consultations sont de 70% moins chères que le marché. Les délais de traitement sont courts, on parle de 24 heures, et on respecte l'anonymat. Pour le cabinet de conseil juridique, compétitif et rentable parce qu'on arrive à gérer les consultations en masse à petit prix. Les délais de traitement sont optimisés puisqu'on capitalise sur les consultations juridiques qui ont déjà été traitées. Ça permet de constituer une knowledge database qui est importante et nous avons un système de contrôle des réponses et des délais de réponse. Petit zoom sur le produit qui matérialise ce service, c'est la Juridicard, première carte prépayée qui est dotée d'un code crédité de jetons conseil, chaque jeton donnant accès à une consultation. D'où l'acheter sur notre site web ou à travers l'un de nos partenaires, en l'occurrence Société Générale et Cash Plus. Comment payer par carte bancaire, PayPal, Cash Plus ou à la livraison. Nos clients peuvent poser leurs questions par téléphone sur le site web ou à travers l'application La Juriste.ma. Et ils peuvent recevoir la réponse par téléphone, par mail ou l'un des deux, et le tout dans un délai de 24 heures. Actuellement, nous avons comme clients Société Générale, Cash Plus, Amendis et Indigo, et nous sommes en pourparlers sur le point de conclure avec CFG Bank, Maroc Assistance Internationale, Tijari Wafa Bank et AXA.
Notre modèle économique est splitté de deux façons. En B2B, nos partenaires proposent la Juridicarte à tarif préférentiel à leurs clients, donc ils sont force de vente, ou bien ils achètent eux-mêmes les Juridicartes et les offrent gratuitement à leurs clients collaborateurs. En B2C, les clients achètent la Juridicarte directement sur le site web, ou alors on fait du one-to-one par des commerciaux. En 2019, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 118 000 dirhams avec 216 Juridicartes créées. En 2020, nous avons réalisé 164 000 dirhams avec 535 Juridicartes créées et prévoyons de finir l'année à 316 000 dirhams avec 1050 Juridicartes créées. Vous verrez que vers 2025, nous prévoyons d'aller au-delà des 6 millions de dirhams. Et vous voyez également que nous passons sur du B2C et nous allons de plus en plus vers du B2B. Nous comptons sur, à court terme, développer une plateforme de veille juridique en tant que service complémentaire et renforcer notre stratégie marketing et communication. À moyen terme, il s'agit de mettre une licence d'exploitation de la solution Law Center à des partenaires étrangers et mettre en place la plateforme à la disposition des collectivités territoriales. Sur long terme, nous souhaiterions développer un chatbot juridique pour automatiser certaines consultations et développer un smart contract. Nos chiffres clés, vous voyez que le chiffre d'affaires que nous prévoyons de faire, alors 118 000 dirhams en 2019 réalisé, et nous prévoyons d'aller au-delà de 6 millions en 2025. Et à noter que c'est un investissement initial en 2025 de 900 000 dirhams, dont 56% concerne le développement de la solution, 28% le matériel informatique et 16% le matériel de bureautique. À noter que le financement de la totalité, c'est du 100% fonds propres et nous avons jusqu'à aujourd'hui zéro dette. Notre besoin, c'est un investissement de 1 500 000 dirhams, dont 900 000 dirhams pour développer la plateforme de veille juridique et 600 000 dirhams pour renforcer la communication et le marketing. Notre équipe, il y a moi-même, cofondatrice et général manager et conseillère juridique aussi, Mariam Kharas, qui est conseillère juridique senior, Safa Boularbah, responsable marketing, et Salima Wajou, conseillère juridique senior également. Les actionnaires, nous sommes trois. Madame Rita Chani, qui est cofondatrice, B-Right, une société de conseil juridique, et moi-même. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, parfait. Vous avez terminé votre présentation dans les temps. Je vais donner maintenant la parole à nos investisseurs anges. Monsieur Idrissi, Monsieur Bouajaja, Monsieur Moussa. Oui, je veux bien. Je trouve que c'est un bon projet. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec Madame Mariam Bentoudja. Donc, c'est un projet qui me paraît remplir un vide. Il est à bien des égards très intéressant. Donc, je la félicite pour ça. Je voulais donc poser quelques questions par rapport à comment elle va se développer, comment elle va faire le scale-up, donc comment elle va se démultiplier, s'il y a succès, ce qu'on lui souhaite, est-ce qu'on peut prévoir quand même. Donc comment elle va maîtriser sa croissance, comment elle va la gérer, comment elle va la provoquer, et ensuite comment elle va la maîtriser. Ça, c'est la première des questions. Et deuxième question qui a plus un rapport avec... étant plus ou moins convaincu un peu quand même du potentiel de ce projet, est-ce que Mariam est d'accord pour donner un rôle un petit peu de regard? Est-ce qu'on a un droit de regard sur sa gestion si on est business agent? Voilà les deux questions que j'avais. Alors, pardon, un droit de regard sur, j'ai pas entendu la fin de la deuxième. Non, sur la gestion. Sur la gestion. Sur les grandes décisions de gestion de la juriste.ma. Est-ce que, par exemple, on a un droit de regard en tant qu'investisseur minoritaire, en tant que plutôt associé minoritaire? Est-ce qu'on a le droit de refuser, de contester une décision de recrutement, un salaire élevé? Est-ce qu'on a le droit de regard sur des investissements qu'on trouverait pas opportuns? Voilà un peu de façon générale. Est-ce qu'il y a l'écoute? Est-ce que l'écoute est permise? C'est pas sans s'immiscer nullement dans la gestion, mais est-ce qu'il y a un droit de regard par rapport à un certain nombre de décisions de l'entreprise? Très bien. Donc, je réponds à vos questions. Alors,
Par rapport à la première question, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'investissement de la plateforme a déjà été fait. Donc aujourd'hui, en termes d'investissement, on va dire technologique, il n'y a pas grand-chose à faire. Le principal a été fait. C'est d'ailleurs une solution qui a été faite sur mesure, développée entièrement sur mesure, sur la base de notre propre expression de besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à peine à… Est-ce que vous voyez encore mon écran? Pardon. Non, j'ai perdu. Plus maintenant. Allez-y, partagez votre écran, Madame Mariam. Voilà. Aujourd'hui, en fait, avec le nombre de juristes actuels qui opèrent sur la plateforme, nous avons une capacité de 12 000 consultations juridiques par an. Et nous sommes aujourd'hui, en taux de réalisation, nous ne sommes que dans les 10%. Donc, nous avons vraiment beaucoup de marge, on va dire, pour atteindre ces 12 000 consultations juridiques par an. À noter que les frais d'entretien de la plateforme ne sont pas énormes. On parle de 100 000 dirhams, ça tourne autour de 100 000 dirhams par an. Donc, en cas de développement, on va dire, on est plus sur un renforcement au niveau justement des ressources humaines. Et le renforcement des ressources humaines se fait aussi sur la base de la typologie et de la nature des questions et des consultations qu'on reçoit le plus. Donc, si nous avons énormément de consultations dans le droit foncier, nous allons davantage recruter un juriste qui est spécialisé en droit immobilier. Donc ça, c'est pour la première question. À noter que nous avons conclu début 2020 pour parler des partenariats et de la croissance de la juriste.ma. Nous avons conclu début 2020 de très beaux partenariats, notamment avec la Société Générale et la Société Cash Plus. La Société Générale propose des tarifs très préférentiels à sa clientèle professionnelle, qui représente à peu près 200 000 clients, les services de la juriste.ma. Seulement, le déploiement de ce partenariat a été reporté au mois de novembre, donc à cause de la pandémie, évidemment. Donc, nous n'avons pas encore eu le plaisir de voir les fruits, on va dire, de ce partenariat. Nous avons également un partenariat avec Cash Plus, qui a quand même plus de 5 millions de clients. Et l'objectif avec Cash Plus, c'est d'intégrer la juriste.ma et la Juridicart en tant que service utile au niveau de leur application mobile. Donc là encore, moyennant un tarif préférentiel, et nous parlons de 5 millions de clients potentiels. Donc, pour la partie B2C, pour la partie B2B, nous sommes, comme ce que je vous ai dit, en train de discuter et de finaliser des partenariats avec CFG Bank, Tijari ou Afa Bank, qui, pareil, souhaitent intégrer l'assistance juridique en tant que véritable service à valeur ajoutée pour leur clientèle professionnelle. Par contre, pour Maroc Assistance Internationale, c'est plus axé pour du grand public. Et croyez-moi, il y a aussi énormément de questions de grand public, puisque quand on voit un petit peu le top 5 des questions, des problématiques ou des natures de problématiques qui reviennent, on est sur du droit du travail, alors aujourd'hui, on rédige beaucoup de conditions, de mentions légales de sites web, puisqu'on assiste véritablement à une digitalisation des activités de plusieurs entrepreneurs et ça nous fait plaisir. Et donc, on est aussi sur du droit foncier, sur des partenariats, des contrats à rédiger, etc. Donc, Merci beaucoup, Madame Mariam. Désolée, je vais vous couper. Je vais vous rappeler la règle d'or. Toujours bien de répondre à une question en 10 secondes si vous le pouvez, pour toujours vous assurer de garder l'attention de vos interlocuteurs. Même commentaire applicable à Monsieur Ousmane, d'ailleurs. Donc maintenant, je vais donner la parole peut-être à Monsieur Moupemba ou à Monsieur Bouajaja, si vous avez des questions complémentaires pour Madame Mariam ce soir. J'ai une question, Mariam. Donc, pardon. Très bien. Déjà, c'est très intéressant. Donc, bravo sur ce que vous avez accompli jusque-là et d'essayer de rapprocher un peu le conseil juridique à des TPE et d'autres, peut-être d'autres structures qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un expert comptable à portée de coups de téléphone et la volonté de venir vers vous et d'avoir le conseil en un temps rapide. Hein.
mais parfois nos experts comptables ne répondent pas en 24 heures. Donc c'est très bien d'avoir ça. Là où je suis un peu perplexe, c'est que c'est très bien d'aller vers le moyen de distribution, de s'appuyer sur le réseau bancaire ou assurance ou cash plus pour toucher un peu le mass market. J'imagine les 5 millions de clients de cash plus, bon, c'est bien, mais j'imagine juste une petite partie serait TPE-PME. Les autres, c'est les citoyens lambda qui reçoivent des transferts de l'étranger ou autres, qui ne seront pas forcément dans le profil de clients que vous avez déterminé le jour où vous avez travaillé sur ce projet. Donc, au-delà de ce réseau de distribution que CFG, bientôt la Société Générale offrirait aux clients, comment vous pouvez penser augmenter votre partie B2C dans une culture où l'intangible ou le service reste moins apprécié que les produits ou les choses tangibles? Voilà, c'est ça un peu ma question. Je vous remercie pour votre question. Alors, juste pour réagir par rapport au B2C et aux problématiques, en fait, aux clients qui seraient plus des particuliers, notamment à travers notre partenariat Cash Plus, à vrai dire, oui, il s'agit même de notre cible à la base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Maroc, on voit qu'il y a 19 millions de personnes qui sont en âge d'exercer d'avoir une activité économique. Et donc, en fait, nous considérons que nous avons potentiellement 19 millions de clients parce que les problématiques qui sont soulevées au niveau de notre plateforme concernent également beaucoup le divorce, l'héritage, la protection du consommateur et le droit immobilier, le droit du travail aussi pour des personnes ce sont des problématiques vraiment personnelles et non pas professionnelles. Donc, en fait, au contraire, les particuliers rentrent complètement aussi dans le cadre de notre cible. Et vous avez une version arabe du site dans ce cas-là? Oui, nous avons une version arabe et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons une communication créatrice de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en communiquant, nous faisons des vidéos motion design et des caricatures en donnant des conseils juridiques gratuitement. C'est notre manière de communiquer. En arabe et en français. Très bien, très bien. Et aujourd'hui, en B2C, vous êtes arrivé à vendre combien de cartes directement en B2C à ces clients? En B2C, nous tournons autour de 300 juridiques. Très bien. Ça fait quoi? 20-30% du chiffre total? Oui, ça fait 30% à peu près, exactement. Très bien, très bien. Bon, c'est mon challenge. Mon challenge un peu au Maroc, là où je suis généralement perplexe, c'est le service et l'intangible reste difficile à monnayer et à facturer. Donc c'est quelque chose de culturel aujourd'hui. Avoir pensé au canal de distribution bancaire, je pense que c'est brillant. Et avoir pu le faire, c'est encore plus brillant. Maintenant, la partie citoyen, personne normale qui adhérait sur votre site, qui passerait commande et acheter, si vous arrivez à débloquer cette partie-là, ça sera très intéressant. Mais de mon vécu, c'est assez difficile. Merci pour ce retour intéressant qui ouvre de nouvelles perspectives peut-être à l'entrepreneuse qui pourrait envisager d'étendre la plateforme peut-être en Tunisie ou même en Algérie avec des partenaires, des conseillères juridiques de ces pays-là et de continuer à viser les banques, les sociétés d'assurance et en gardant une stratégie B2B intéressante. Donc, affaire à suivre, toujours bon de prendre ce type de commentaires constructifs. Je vais enfin donner la parole à Monsieur Moupemba avant de passer à une question du public. Merci beaucoup. Bravo, madame, pour votre présentation et pour le projet. 3 questions rapides. Est-ce qu'il y a des réponses aux questions qui sont automatisées ou est-ce que c'est obligatoirement un juriste qui est derrière pour bien comprendre? Quel est l'intérêt de passer par cette juridica? Est-ce qu'il y avait, c'était le principal atout commercial que vous ayez eu en tête? Et dernier point, le retour de, je ne sais pas comment ça s'appelle sur place, mais de l'association des avocats.
c'est étonnant ce bruit, mais du style l'ordre des avocats. Du style l'ordre des avocats marocains ou quelque chose comme ça, parce que si vous baissez les coûts de 70%, vous leur prenez quand même, pour le moment, c'est pas encore significatif, mais à terme, ça peut le devenir et vous leur prenez quand même une part de leur marché. Donc voilà mes 3 questions et merci. Merci à vous pour votre intervention. Alors, pour la première question, pour le moment, non, on n'a pas de réponse automatisée à aucun type de question. Il y a automatiquement une vérification qui se fait derrière. Par contre, il y a des consultations que nous traitons clairement en 5-6 minutes, comme je vous ai dit, parce que certaines consultations reviennent très souvent de la même manière. Quel est l'intérêt de passer par la juriste.ma? Le premier, c'est très clairement le prix. On est sur du 500 dirhams pour 10 consultations. Et aujourd'hui, quand on va dans un cabinet, on est sur… Non, mais pardon, je précise, je parlais de le vendre à travers la carte. Parce que oui, j'entends l'intérêt, c'est beaucoup moins cher, pas de problème. Mais pourquoi vendre une carte pour avoir des gens qui viennent et qui font des consultations sur votre site? D'accord. Alors, en fait, la carte qui est surtout matérialisée par le code conseil, en fait, c'est le code conseil qui est très important, vous avez raison. Alors, pourquoi la carte? Parce que on s'était dit que dans la société marocaine, culturellement, on a besoin vraiment de toucher, de palper quelque chose pour pouvoir croire à ce service. Donc, il fallait un produit vraiment matériel pour, on va dire, faire la liaison et la relation entre les conseillers juridiques et les clients. Aujourd'hui, alors, l'un des, excusez-moi, avantages, enfin, l'une des bonnes choses, on va dire, faites avec la pandémie, c'est que nous avons introduit un système de paiement par carte bancaire au niveau du site web. Donc, aujourd'hui, cette carte, on peut l'acheter par partie. Et en fait, du coup, on reçoit une carte digitale par mail instantanément avec le fameux code de 8 chiffres qui nous permet d'être mis en relation avec le conseiller juridique. OK. Et dernier point, le retour de l'ordre. Oui, alors pour le retour de l'ordre, il est mitigé. Je vais pas être, je serai honnête. Nous avons des avocats qui nous soutiennent complètement parce qu'ils sont conscients qu'ils sont, en fait, que nous sommes un support pour eux puisqu'on les aide. On aide même certains clients à rédiger leur argumentaire et à constituer leur dossier et ça facilite énormément la tâche aux avocats. À noter que nous ne remplaçons pas l'avocat puisque nous ne plaidons pas en justice. Donc, nous sommes vraiment une fonction support pour un avocat. Certains le conçoivent et en sont vraiment très contents et très fiers. Et d'autres, oui, ça les embête. L'ordre des avocats… Ce n'est pas quelque chose qui peut être totalement bloquant? Nous sommes dans la totale légalité. Donc, à partir de là, tout va bien. Et comme on Merci dit, beaucoup. les innovateurs et les innovatrices doivent toujours se battre contre l'ordre établi. Quand la première automobile avait été mise en place, les vendeurs de chevaux se sont battus pour et on voit bien qui a gagné la bataille. Donc, restez droite dans vos bottes, Madame Myriam. Je vais passer à une question du public qui concerne un peu plus votre stratégie marketing. Afin de sensibiliser principalement, j'imagine, les entreprises à la solution juridique innovante que vous proposez. Facebook, Ad, Google Ad. Entre autres, oui. Effectivement, alors nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux et on est conscient et on en voit les fruits. Les mois où on est vraiment très, très, très actif sur les réseaux sociaux, on a forcément un retour sur investissement. Et puis, les mois où on est un petit peu moins présent, c'est un petit peu plus calme. Donc, on est conscient par contre qu'en termes de marketing digital et de communication digitale, les budgets sont justement… il faut mettre des budgets assez conséquents pour véritablement parler de retour sur investissement. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, j'ai oublié le fil de mon idée. Je vais rebondir sur la question de la rétention de vos clients.
Vous semblez dire que si vous faites du marketing, vous avez des clients, si vous n'en faites plus, vous n'en avez plus. Est-ce que vous avez des utilisateurs récurrents? Comment mesurez-vous le taux de satisfaction de clients? Et désolée si la question a été posée. Oui, oui. Non, en fait, quand je parle, c'est-à-dire que pour acquérir de nouveaux clients, le marketing digital et la communication digitale s'avèrent vraiment très importants. D'ailleurs, aujourd'hui, nous commençons une stratégie marketing digital qui est beaucoup plus ciblée, puisque nous lançons au mois d'octobre la newsletter juridique gratuite. Et donc, par contre, avec des personnes, là pour le coup, on cible des personnes bien précises, qui ont bien sûr qui ont manifesté, on va dire, leur intérêt aux produits et aux services de la juriste.ma. Merci beaucoup, Madame Myriam. Je crois que nous n'avons pas de questions supplémentaires. Madame Rekia, avez-vous peut-être des commentaires ce soir pour Madame Myriam, femme entrepreneuse au Maroc? Merci Anna. Non, rien de spécial. Je voudrais juste la féliciter parce que je trouve qu'elle est vraiment punchy et qu'elle a bien présenté son pitch. Et ça, honnêtement, on ne peut pas rester insensible à cela. Bravo en tout cas. Et si vous le souhaitez, je pourrais également vous contacter avec Atidjari Wafamok. Avec grand plaisir. Je tiens aussi à saluer la belle constitution de votre équipe dirigeante, que des femmes. Voilà, c'est une belle société représentative. On ne l'a pas fait exprès. De nouvelles tendances 2020. On ne l'a pas fait exprès. Je tiens à le préciser. Merci beaucoup, Madame Myriam. Alors, je pense que nous allons passer maintenant au vote du public. Gabriel, peux-tu lancer le sondage? Et pendant ce temps, je vais inviter les investisseurs Ange à réfléchir aux commentaires qu'ils souhaitent faire à notre entrepreneuse. Est-ce que je peux commencer? Allez-y, Monsieur Idrissi. Et voilà, donc, oui. Effectivement, Monsieur Idrissi a une relation de longue durée avec Madame Myriam, donc les commentaires sont connotés. Vous n'êtes pas neutre. Absolument. Non, donc, oui, c'est un. En fait, j'avais moi-même dans le passé une petite expérience dans le conseil juridique. Je l'avais fait il y a 3 ans peut-être en arrière sur des micro-paiements par SMS. Donc, j'avais testé le concept et de toute façon, je trouvais la chose intéressante. Donc là, Madame Bentoudja a donc déjà pas mal de recul sur le marché marocain qui plus est. C'est intéressant. Elle a pris donc une direction intéressante à laquelle j'aurais pas pensé, mais c'est très intéressant le passage par le circuit bancaire et d'assurance plus la banque de proximité avec Cash Plus et les services bancaires. Moi, je suis intéressé par son projet, donc il faudrait juste peut-être qu'on poursuive donc nos discussions. Il faudrait qu'on affine le rôle. Moi, il y a une ligne sur laquelle donc qui est importante pour moi, c'est en fait de pouvoir exprimer un certain nombre d'avis sans aucunement, je répète, interférer dans la gestion. Mais pour moi, il est important que je puisse un peu surveiller en quelque sorte mon investissement, mais il y a peut-être des discussions sur la stratégie à la fois commerciale qui n'a pas été entièrement dévoilée et sur la stratégie d'entreprise, mais c'est un projet bien sûr qui m'intéresse beaucoup et je voudrais poursuivre avec Madame Bentoudja la discussion sur Merci beaucoup, Monsieur Idrissi, pour cette problématique que vous soulevez. Et si je la traduis en termes un peu plus, je dirais, commerciaux, il s'agit effectivement du droit de l'actionnaire minoritaire au sein d'une société. Madame Myriam, vous-même étant conseillère juridique, je suis certaine que vous arriverez à mettre en place des clauses, notamment peut-être droit de regard à défaut de droit d'approbation sur les budgets, les grandes stratégies commerciales, etc., qui devraient complètement et amplement satisfaire Monsieur Idrissi. Donc effectivement, le droit des minoritaires est toujours quelque chose qu'il faut bien considérer en tant qu'entrepreneur. Je confirme. Fantastique. N'hésitez pas à me poser la question si vous avez des problématiques de ce point de vue-là. Je serais ravie de trancher certaines questions.
Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Bouajaja, peut-être. Écoutez, encore merci une fois, Madame Brahim Bentouja, pour cette présentation. Comme Samir, c'est un projet qui m'intéresse pour plusieurs raisons. Déjà, ça remplit un gap qu'on a aujourd'hui. Je pense une partie de la réponse à ma question culturelle, c'était les cartes prépayées. Je pense que c'est très intéressant et intelligent. L'un n'empêchant pas l'autre, il peut aussi avoir en parallèle une sorte de licence ou un abonnement annuel pour les gens qui n'ont pas besoin de voir quelque chose, de tenir quelque chose dans les mains pour débourser un peu d'argent. Donc, je pense que c'est intéressant. C'est un projet aussi qui peut s'étendre dans d'autres pays de la région. Comme ça, il peut attirer aussi une clientèle européenne ou autre qui verrait en la juriste un hub d'excellence pour donner des conseils. Et je pense aussi que c'est un projet qui peut inclure d'autres genres de conseils dans le futur. Je pense aller vers la fiscalité, d'autres choses plus en profondeur peuvent vous ramener d'autres revenus. Donc, je trouve ça intéressant. Je vous ai envoyé mes coordonnées, Mariam. Je serais intéressé de vous rencontrer, vous et l'équipe, pour continuer cette discussion. Fantastique. Et Monsieur Bouajaja, vous faites un très bon point. Effectivement, en Afrique du Sud, il y a aussi 2 startups que j'ai rencontrées récemment qui proposent des solutions similaires à celle de Madame Meriem. Mais je dois avouer, et là, sincèrement, ce n'est pas mon affinité féminine, mais que Madame Meriem est beaucoup plus avancée en termes de qualité du portefeuille client, d'avoir convaincu de grandes banques et d'avoir des partenaires comme la Société Générale et Cash Plus. Donc, Madame Meriem, je pense vraiment que ce soir, il faut souligner la qualité du travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Je vous conseillerais peut-être d'essayer d'augmenter un petit peu vos marges. Si vous êtes moins cher de 70%, vous pouvez essayer d'être moins cher à 40% et augmenter un petit peu vos marges, parce qu'au final, le revenu que vous générez, c'est ce qui compte, et ce serait intéressant d'avoir des perspectives financières un peu plus intéressantes encore que ce que vous proposez ce soir. Mais je suis certaine que M. Bouajaja et M. Idrissi vous donneront les conseils pertinents là-dessus. Si vous me permettez de répondre juste à ce point-là. Allez-y. En fait, il s'agit aussi de prendre en considération le niveau de vie des Marocains. Et on a aussi pris en considération ce point-là pour mettre en place le prix. Et il ne faut pas oublier le point de vue des investisseurs. Je pense que c'est un très bon point, Mariam, et permettez-moi de vous appeler Mariam, bravo pour penser à ça. En même temps, parfois, on pense à qu'est-ce qu'on épargne à ce client comme tracas et dépenses s'il n'avait pas ce genre de conseil, ce qui nous permettrait de pricer au mieux et qu'il débourse ce qu'il faut pour ce service avec le sourire. Merci beaucoup. Et je vais donner la parole à Monsieur Mpemba. Bravo. J'aime beaucoup le projet. J'aime le fait que l'équipe soit 100% féminine. Et surtout, j'ai apprécié votre punch et votre présentation. Pour ma part, il y a une raison qui ferait que je ne vais pas y aller, c'est parce qu'en effet, je suis en train d'investir dans une société dans ce style-là, du conseil juridique en ligne. Donc comme c'est en cours, c'est vrai que c'est bloquant. mais je serais ravi dans le futur de suivre un petit peu votre évolution, et peut-être qu'il y aura des synergies à mettre en place entre les deux structures, parce que vous êtes sur des zones géographiques différentes. Mais comprenez qu'au-delà de ça, je trouve que c'est un beau projet. En effet, je partage ce qui a été dit par rapport à la carte et le fait de faire aussi du non physique pour ceux qui n'ont pas besoin de carte, parce que vous donnez également de la marge, parce que la carte, elle a un coût pour vous. Et également, au moins 70%, c'est bien, c'est beaucoup. Si vous êtes seul, il peut y avoir d'autres choses. Enfin bref, le pricing, il y a une réflexion qui doit être faite dessus. Mais bon, pour le moment, je suis obligé de passer pour ces raisons-là, mais au plaisir de suivre l'évolution et peut-être de changer dans le futur de nouveau. Merci beaucoup, Monsieur Mpemba, pour ce commentaire. Donc, 2 leçons pour vous, Madame Mariam. La première leçon, vous voyez, on vous dit femme entrepreneuse, parfois c'est un peu plus difficile de convaincre les investisseurs potentiels, mais ce soir, vous avez charmé l'audience.
Donc voilà, il faut utiliser ces atouts. Et la deuxième leçon, c'est qu'effectivement, c'est un secteur porteur. Donc, Monsieur Mupemba est en train de voir un investissement dans une société similaire dans une autre géographie. Mais comme on dit, il n'y a qu'une petite ligne entre concurrents ou potentiels collaborateurs. Donc, voilà, quand on parlait de développement pays, voilà, ce sont des choses à considérer. Continuez bien à regarder quels sont les compétiteurs dans d'autres pays, s'il y a des possibilités d'alliance pour justement aller chercher cette croissance supérieure et un petit peu exponentielle que quand même les investisseurs du secteur recherchent. Fantastique, et je tiens aussi à vous préciser maintenant que le résultat du public est aussi très favorable. Plus de 90% des membres du public investiraient dans votre société, donc bravo, 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 bravo. Vous avez fait un très beau travail ce soir et donc j'espère qu'en phase de post-production, il y aura des belles discussions du due diligence d'investigation et un investissement à la fin. Alors, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie ce soir d'avoir été bien présent. Je remercie Moban, représenté par Monsieur Idrissi et par Monsieur Bouajaja. Premier épisode au Maroc qui a permis de présenter 2 startups de qualité dans des secteurs qui sont vraiment pertinents en Afrique. Merci pour les bons commentaires que vous avez faits et les retours. Donc, nous vous suivrons en phase de post-production. Merci Monsieur Mupemba pour avoir représenté effectivement les capitaux français également sur le continent et d'avoir mis en avant effectivement les sociétés concurrentes qui ont des modèles de développement similaires sur d'autres géographies. Et un rappel à nos candidats et au public, répondez en 10 secondes si vous pouvez répondre en 10 secondes et ne partez pas dans des grands discours de 2 heures. Il faut toujours savoir capter l'attention de vos investisseurs et du public. Donc, restez concis, précis et répondez bien aux questions qui vous sont posées. Merci à tous pour votre participation ce soir. C'était notre premier épisode en Afrique du Nord au Maroc. Nous avons été ravis et nous espérons vous emmener vers des horizons aussi intéressants pour notre prochain épisode. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.